Je veux dire aux fonctionnaires qui sont dans la salle, on ne refera pas l'État sans les fonctionnaires, a fortiori contre eux. Je veux le dire ce soir comme une profession de foi. Je n'aime pas la façon dont on parle des fonctionnaires dans notre pays. Chercher à opposer les salariés du secteur public à ceux du secteur privé est dangereux. Chercher à faire des fonctionnaires les boucs émissaires de la faillite des politiques dont ils ne sont en rien responsables est indigne. Chercher à faire passer les fonctionnaires pour des privilégiés est injuste. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy dans un discours de 2006. Il était alors ministre de l'Intérieur. Alors peut-être que là, il pense surtout aux fonctionnaires en charge de notre sécurité, les bons fonctionnaires, ceux qui votent pour lui. Et c'est sans doute pour ça qu'il commence par des trucs sympas, des trucs pas tellement de droite. Aux fonctionnaires qui se sentent démotivés parce que ces efforts ne sont jamais récompensés, je dis mon objectif, que le mérite soit reconnu et que les gains de productivité soient partagés. Ah bah voilà, ça c'est de droite. Productivité, mérite, parler aux fonctionnaires comme s'ils étaient dans le privé. Là on se retrouve, et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on en est toujours là. Les fonctionnaires ont toujours un statut particulier, et les responsables politiques essayent toujours de le casser. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi ce statut, au final, protège tout le monde, sauf peut-être les politiques. Le fonctionnaire vous protège depuis l'âge du berceau jusqu'au cimetière. Pourquoi le traiter toujours de chameau? Aujourd'hui, ce qui ruine la France et qui participe à cette ruine, c'est surtout, en grande partie, le lobby public. Celui dont je parle dans mon livre « Les fonctionnaires contre l'État », en expliquant que finalement, ce lobby public s'est retourné contre l'intérêt général, contre l'intérêt de l'État lui-même, pour être surtout à son propre service. Alors elle, c'est la championne du moment, Agnès Verdier-Molinier. Depuis bientôt 10 ans, elle est à la tête de l'IFRAP, un think tank néolibéral, et elle est surtout sur tous les plateaux télé pour nous expliquer à chaque fois combien les fonctionnaires nous ruinent et nous empêchent d'être modernes. Pourtant, son discours n'est pas tout neuf. En 1982, François de Closets publiait un véritable best-seller, Toujours plus, qui défendait à peu près les mêmes thèses qu'Agnès Verdier-Molinier. Yves Reich, secrétaire général adjoint de la Fédé du Rhône de Force ouvrière, le premier syndicat de fonctionnaires, a gardé de ce bouquin précurseur un souvenir amer. Effectivement, à ce moment-là, une espèce de fonctionnaire bashing est né, à ce moment, à l'aube des années 80, relayé par les médias dominants, où on monte en boucle ce bouquin, puis d'autres. Et il est rigolo de voir que ce type-là, par exemple, qui est maintenant d'un âge avancé, continue à, de temps à autre, être présent dans les médias et à utiliser les mêmes phrases, les mêmes poncifs. Depuis 30 ans, je répète qu'il faut stopper les déficits et qu'il ne faut pas arriver au surendettement. Il ne suffit pas d'avoir un médecin qui fait le bon diagnostic. Il faut aussi qu'il ait le courage d'appliquer le traitement. Alors la réduction du nombre de fonctionnaires, c'est un traitement classique pour lutter contre les déficits. Il y avait donc eu la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Dernier coup de rabot spectaculaire en date. À droite, quand on tape dans le fonctionnaire, on y va franco, souvenez-vous. François Fillon, est-ce que vous supprimerez 500 000 postes dans la fonction publique en 5 ans? Oui, bien sûr, c'est 8%, c'est 8% des effectifs de la fonction publique. Et c'est pas pour le plaisir de supprimer 500 000 postes. C'est parce que nous avons un niveau de dépenses publiques qui est insupportable. Voilà, tranquillou. Alors chez Macron, on parlait de 120 000 postes, c'est un peu moins, mais on reste dans la même idée et avec le même argumentaire. Vous pensez que ces 120 000 fonctionnaires vont disparaître où? Ou qui être attachés au ministère de l'Intérieur? Écoutez, il faudra regarder où il est nécessaire avec les nouvelles technologies, il y a des métiers qui changent. Ça aussi, Fillon le disait, de nos jours on modernise tout. En amour comme en matière de fiscalité, aujourd'hui on fait sa déclaration en ligne par exemple. Bon bah du coup il n'y a plus besoin d'autant de gens au trésor public. Il se pourrait même qu'à l'avenir, le service de conseil assuré par ses agents soit assuré et facturé par des employés de la Poste. Vous imaginez ce que c'est, la différence qu'il y a entre voir un fonctionnaire de l'État sur son lieu de travail, vous lui demandez un conseil, et le fait de faire venir un représentant d'une entreprise commerciale à la maison, entreprise qui par ailleurs vend des placements financiers, vend un certain nombre de services, je ne fais pas de dessin, il y a là une contre-indication majeure, éthique majeure. Voilà, ça c'est une des pistes envisagées par le gouvernement pour dégraisser dans la fonction publique. Car contrairement aux réformes précédentes, la prochaine grande réforme dans la fonction publique ne s'attaquera pas qu'aux effectifs. Elle va s'attaquer aux missions même du service public et en restreindre le périmètre. C'est en tout cas ce qui était écrit dans la lettre envoyée par Édouard Philippe à ses ministres le 26 septembre dernier, une lettre qui a inquiété tous les syndicats de la fonction publique. Depuis cette lettre du 26 septembre, on est passé à autre chose. Il ne s'agit plus de rogner, il ne s'agit plus de réduire, il s'agit de fermer, de démolir,
on est entré dans une phase de liquidation du service public. Jusque-là, on gardait les missions, mais on diminuait les effectifs et les budgets. Selon Chomsky, c'est la méthode classique quand il s'agit de préparer les usagers à la privatisation d'un service. One of the ways is defunding it. You want to destroy some system, first defund it. Then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system. On le sait, ces restructurations ne se font d'ailleurs pas sans provoquer des dégâts humains. Dans le monde néolibéral, on appelle ça les risques psychosociaux. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu des suicides. Dans mon administration, dans le Rhône, il y a eu 2 suicides en 18 mois. Plus des tentatives. Les conditions de travail se durcissent énormément. Les gens se demandent où on va. On leur demande de faire à 5 ce qu'ils faisaient à 8 auparavant. Jusque-là, on a asphyxié le système, mais là, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, il faut trancher, amputer. Pour ce faire, l'exécutif a commandé un rapport à une commission dont la composition même n'a pas rassuré tout le monde. On a des inspecteurs généraux des finances en situation de pantouflage. On a un petit peu de tout, on a surtout des grands patrons de la finance qui sont là en tant qu'experts pour dire ce qui doit être conservé des missions du service public. Quelle est leur compétence, je vous laisse en juger. Très clairement, on est face à une constitution de comité de gens très proches de l'exécutif qui sont en situation de se partager un gâteau, puisque ces missions, si elles sont exercées par le privé, sont potentiellement des champs de profit nouveaux. Le rapport en question aurait dû paraître au printemps, mais il a été repoussé. Et puis finalement, il semblerait qu'il n'ait pas vocation à être rendu public, en tout cas pas tout de suite. Il se pourrait bien qu'il soit trop bourrin pour être porté en l'état à la connaissance du public, et surtout des fonctionnaires, dont on redoute la réaction, alors on temporise. Pourquoi cette temporisation, pourquoi cette prudence, alors qu'ils étaient partis quand même gaillardement à l'automne? Parce qu'entre-temps, il y a cette grève à la SNCF, dont on nous dit depuis le 2e jour qu'elle est morte, qu'elle baisse. Elle est très forte, elle est impressionnante. Et puis, les fonctionnaires se refusent à la liquidation du service public. C'est très clair. Les 4 chantiers d'ores et déjà annoncés sont inquiétants. Le dernier notamment qui annonce un élargissement du contrat pour donner plus de souplesse dans les recrutements. Quelqu'un qui a un contrat de 2 ans, qui a un contrat de 5 ans, puisque donc c'est des choses qu'on a entendues récemment, des fuites qu'il y a eu récemment sur les types de contrats qui seraient proposés. Il est beaucoup plus docile. Si on lui dit qu'il ne faut pas faire de vagues dans un dossier, il ne fait pas de vagues. Si on lui dit qu'il faut choisir tel prestataire, il choisit tel prestataire. Évidemment, des fonctionnaires qui connaissent le métier, quelles que soient les spécialités, et qui ont un statut, sont beaucoup moins dociles, c'est une évidence. Alors quand on pense aux coupes dans la fonction publique, on pense que le but ce sont les économies bien sûr. On peut aussi se dire que c'est une offensive idéologique qui vise à aligner tout le monde sur les règles du marché du travail capitaliste, tout ça est vrai. Mais ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est à quel point le pouvoir politique, le pouvoir élu, a beaucoup à gagner à avoir en face de lui dans ses administrations des fonctionnaires affaiblis. Car au service de l'État, la fonction publique avec laquelle ces élus collaborent toute l'année représente un contre-pouvoir stable, grâce à l'emploi à vie, et sur lequel le politique a peu d'emprise, grâce au concours par exemple. Le premier des mérites du concours et du statut, c'est le recrutement neutre, le recrutement par concours. Il est là le premier mérite du fonctionnaire déjà. C'est qu'on n'est pas dans la fonction publique comme dans le passé, parce que le statut va tomber du ciel, il y avait des bonnes raisons. On n'est pas dans la fonction publique parce que son père ou son oncle est directeur de quelque chose. On est dans la fonction publique parce qu'on a réussi un concours. Le népotisme n'a donc pas lieu d'être, et on sait tous que donner un poste à sa femme ou son fils, c'est quelque chose d'assez courant chez les politiques. Autre mérite du statut, il fait des fonctionnaires des agents très peu tentés par la corruption. C'est-à-dire que si vous proposez de l'argent à un fonctionnaire sous statut qui reste 25 ans de carrière devant lui, s'il n'est pas complètement stupide, je ne parle même pas d'éthique ou de morale, il va y réfléchir à 2 fois avant de se fourvoyer dans ce genre d'imbécilité. Donc clairement, oui, le statut protège de la corruption. Le statut relève de l'intérêt général. C'est non seulement moral au sens où c'est le mérite qui préside à l'intégration dans la fonction publique, mais c'est aussi un socle solide contre la corruption. Parce que c'est un truc qu'on oublie en France, mais regardons autour de nous, quoi. Il y a des administrations en difficulté dans bien des pays, et très très souvent l'administration française sert de référence. Les gens qui l'ont mise en place justement en réaction à
j'utilisais tout à l'heure le terme de merdier, ce qui avait précédé, tout simplement. C'était une modernisation. Alors quand on parle de corruption, bien sûr, on pense aux cas les plus caricaturaux, des policiers qui acceptent les billets verts dans je ne sais quel pays exotique, mais pensez aux formes que peut prendre aujourd'hui la corruption. Pensez aux élus, aux voyages qu'ils acceptent, aux cadeaux, aux invitations, aux rétrocommissions et à toutes ces pratiques douteuses. Pensez que le corrupteur, ce pourrait être un pays tiers, comme par exemple l'Azerbaïdjan, une des destinations préférées de nos députés. Ce pourrait être un grand groupe avide d'informations, des informations sur lesquelles les fonctionnaires sont tenus au secret. Ce qui fait que s'il met un pied sur la ligne, si ces informations-là sortent, le fonctionnaire, il prend la porte. C'est pas plus compliqué que ça, c'est des faits graves, il y a des sanctions. Ce genre de choses, ça relève rarement du simple avertissement. On nous parle de contrat de 5 ans. Vous voyez le lien. Le mandat politique de 5 ans, le contrat de 5 ans. Très clairement, le fonctionnaire, en contrepartie de ses obligations, il a son statut qui fait qu'il travaille, je dirais, dans sa conscience de professionnel. Et qu'il est beaucoup moins sous la pression que les fonctionnaires des pays anglo-saxons, parce que c'est vers ce modèle-là qu'on se dirige. Dans le modèle anglo-saxon, le fonctionnaire est aux ordres du politique, et il y a un lien direct. Alors imaginez un instant que par le plus grand des malheurs, les politiques aient, eux, des liens directs avec les grands groupes, les multinationales et leurs intérêts. Effectivement, du point de vue des politiques, mais là c'est un autre débat, on est face à des politiques qui donnent la leçon, qui disent que la fonction publique doit faire des efforts, mais en fait c'est eux-mêmes qui se protègent. Ils s'ouvrent le droit de désigner qui sera fonctionnaire, et également ils se défont des contrôles de l'État. Quand je parle de contrôle, c'est des administrations financières les concernant, mais ça peut être aussi des préfectures, contrôle de légalité en préfecture, où les effectifs ont été équarris, il n'y a pas d'autre mot. Parmi ces organismes de contrôle, on peut citer l'inspection du travail, qui elle aussi a été sévèrement mise à mal ces dernières années. L'inspection du travail a été créée justement pour que des gens compétents, juridiquement, qui connaissent le monde économique, puissent être libres d'agir dans le respect du cadre du code du travail. Mais là, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'ils vont là où leur hiérarchie leur dit. Et si le résultat ne correspond pas à ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'en gros, si les patrons font trop pression sur la sphère politique et sur l'administration, les trucs tombent. C'est-à-dire que énormément de travaux des inspecteurs du travail sont tombés au ministère du Travail ces dernières années. Quand je dis tomber, c'est qu'ils sont recalés. Nul et non avenu. Transparency International faisait en 2017 le constat d'une hausse globale de la corruption partout dans le monde. Combien de temps pour que la France soit elle aussi gangrénée et que les entreprises main dans la main avec leurs alliés politiques puissent librement y faire la pluie et le beau temps? Combien de temps et combien de réformes de la fonction publique? Je vous laisse méditer là-dessus et à lundi prochain. Le fonctionnaire vous protège depuis l'âge du berceau jusqu'au cimetière. Pourquoi nous traiter toujours de chameaux?